Our whole universe was in a Nous recevons aujourd'hui Maître Bruno Perrachon, qui est avocat à Lyon, qui, entre autres multiples compétences, s'occupe de dossiers qui traitent des problématiques d'expulsion. Et il nous a semblé intéressant, avec M. Hervé Croze, de pouvoir l'interviewer sur sa pratique, sur les difficultés qu'il peut rencontrer, sur sa vision de l'avocat face aux procédures d'expulsion. Dans un domaine d'ailleurs qui est un domaine un peu particulier, mais qui est très fréquent en pratique, qui est le domaine du bail commercial, puisqu'il arrive que des procédures d'expulsion concernent des locataires commerçants. D'ailleurs, c'est peut-être ma première question à vous poser, Maître Perrachon. Finalement, à quelle occasion rencontrez-vous des problématiques d'expulsion pour les baux commerciaux? Est-ce que c'est forcément des problématiques d'impayés ou y a-t-il d'autres motifs d'expulsion? Alors, il est certain que le premier motif d'action en résiliation-expulsion, ce sont les impayés. Après, je dirais qu'en deuxième position pourraient venir tous les défauts d'exploitation. C'est-à-dire que vous avez dans beaucoup de baux commerciaux une obligation spécifique d'avoir à exploiter le fonds. Et pour des raisons XY, un preneur peut très bien mettre son fonds entre guillemets en suspens et le bailleur qui par hasard a envie de récupérer son local parce qu'il pense peut-être pouvoir le relouer à un montant plus important, eh bien il va profiter de l'occasion et il va donc faire délivrer un commandement d'avoir à exploiter le fonds et ça sera donc le préalable à l'action en résiliation qui suit. Il y a un autre cas aussi qui est assez fréquent, c'est le défaut d'assurance. Ici encore, les baux contiennent en général une obligation pour le preneur d'avoir à souscrire une assurance, les risques locatifs. Et lorsque le preneur ne transmet pas son certificat d'assurance, son attestation d'assurance, eh bien le propriétaire bailleur qui va considérer que potentiellement son bien n'est pas assuré, que ça fait donc courir un risque, eh bien il peut la faire délivrer un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et ça sera donc le préalable à une action en résiliation. D'accord. Mais globalement, quand on prend une clause résolutoire qui est bien rédigée, eh bien, elle va viser tous les manquements aux obligations prévues par le bail. Donc, c'est assez vaste. Effectivement. Et alors, petite précision qui est liée à l'actualité du moment, à l'égard des commerces qui sont fermés pour des raisons administratives liées à une obligation gouvernementale de fermeture compte tenu de la crise sanitaire. J'imagine bien qu'on ne pourra pas engager de procédure d'expulsion pour défaut d'exploitation des lieux, puisqu'on est obligé de ne pas travailler. Tout à fait. Soit on va considérer qu'il y a force majeure, soit on va considérer que c'est le commandement de la loi, le fait du prince en fait, hein, l'administration, l'État qui prévoit que le preneur ne peut pas exploiter son fonds. Très bien. Donc moi, si je suis le propriétaire qui est finalement victime d'un locataire indélicat qui ne paye pas ou qui n'exploite pas ou qui ne s'assure pas, en tout cas qui ne justifie pas de l'assurance, comment je fais? Je demande à un huissier d'expulser directement ou faut-il passer par la case tribunal? Alors oui, effectivement, il faut passer par la case tribunal. Alors déjà, il faut indiquer que la seule juridiction compétente, c'est le tribunal judiciaire. Il y a une une disposition législative spécifique. Hein, tout le contentieux en la matière est réservé au tribunal judiciaire, ce qui parfois va choquer les gens parce qu'on se dit c'est des litiges entre commerçants et ça serait assez logique d'aller devant le tribunal de commerce.
Mais pour des raisons XY, le législateur a estimé il y a très longtemps que c'est un contentieux qui devait être réservé aux juges professionnels du tribunal judiciaire. Alors, oui, le préalable, c'est la plupart du temps un commandement d'huissier visant la clause résolutoire. Alors, je reviendrai dans un deuxième temps sur la possibilité d'obtenir un titre de justice sans clause résolutoire. Mais prenons le cas le plus courant. Vous avez un bail commercial qui contient une clause résolutoire. Donc, cette clause va prévoir que lorsque le preneur est en défaut de paiement de loyer ou d'une autre infraction, eh bien, après un commandement d'huissier resté infructueux pendant un mois, il est possible alors de saisir la juridiction pour obtenir un titre qui constatera la résiliation. Alors, une fois ce commandement visant la clause résolutoire signifié par l'huissier, va donc courir un délai d'1 mois. Alors, c'est un délai qui est ouvert pour permettre au preneur de régulariser sa situation. Soit payer, soit accomplir un acte positif, souscrire une assurance ou réouvrir son fonds. Ce délai d'1 mois peut aussi parfois permettre au preneur, qui n'a pas les moyens de payer, de prendre, lui, l'initiative de saisir la juridiction au fond, quelque part pour essayer de bloquer la compétence du juge des référés. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. C'est fréquent ce genre de réaction? Oui, enfin fréquent, ça se pratique quand même. Et surtout maintenant avec les problèmes d'impayés liés au Covid, on voit beaucoup de preneurs qui reçoivent un commandement, qui sont un petit peu vexés et furieux de voir le comportement du bailleur qui est peut-être un petit peu excessif. Et donc, Parce qu'il faut effectivement peut-être le préciser, mais la loi ne suspend pas l'obligation de payer les loyers en ce moment, hein, depuis le début de la crise sanitaire, depuis le mois de mars. Hein, il n'y a aucune suspension d'obligation de paiement de loyer. Tout à fait, hein, tout à fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de force majeure pour justifier le fait qu'on n'exploite pas le fonds, mais en revanche, la force majeure ne pourra pas justifier le non-paiement des loyers. Hein, la seule chose que ça peut permettre d'obtenir, c'est une suspension ou un report du paiement des loyers, mais encore faut-il obtenir aussi une décision judiciaire. Donc, je reviens sur ma procédure. Donc, le commandement de l'huissier, on attend 1 mois. Et si rien ne se passe pendant 1 mois, eh bien, à ce moment-là, on peut faire délivrer une assignation qui va donc demander au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion du preneur et enfin aussi, la plupart du temps, de condamner aux arriérés de loyer. Donc, petite précision, lorsqu'on va rédiger l'assignation, il va falloir veiller à prendre un délai suffisant pour que la date d'audience soit au moins plus d'1 mois après la signification de l'assignation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va considérer que le bail commercial est un élément primordial du fonds de commerce et le fonds de commerce est le gage des créanciers du commerçant qui exploite. Donc, on va permettre, par ce délai d'1 mois, on va permettre aux créanciers d'être informés de l'action en résiliation du bail commercial et ces créanciers du commerçant, pour sauver le bail commercial, vont avoir la possibilité d'intervenir à l'instance pour dire, en substance, eh bien, je vais payer les loyers en retard pour éviter la résiliation du bail. Vous voyez ça ou pas en pratique? Très franchement, personnellement… La sensation que j'ai, c'est très rare. Hein. C'est très rare, me semble-t-il. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça peut arriver dans des hypothèses très précises de locaux commerciaux qui sont situés dans des artères ultra commerçantes, à Paris par exemple, où là, le propriétaire bailleur voit une occasion pardon, le créancier verrait une occasion vraiment d'assurer ses créances en maintenant le bail en place. Mais en dehors de ce schéma, c'est quand même relativement rare. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart du temps, les créanciers inscrits, ça va être des organismes bancaires. Et bon, ça paraît difficile pour ces organismes d'aller intervenir aux instances, de dire je vais payer à la place. Bon, ça me paraît assez peu pratiqué. Très bien.
Donc, alors, une fois ce délai d'un mois respecté, vous pouvez donc valablement vous présenter devant le juge et lui faire constater qu'il y a eu un commandement, qu'il n'y a pas eu de régularisation dans le délai d'un mois, que le délai d'un mois vis-à-vis des créanciers inscrits a été respecté, et donc vous demandez au juge de prononcer sa décision qui va résilier et expulser. Alors, bien évidemment que le preneur ne va pas forcément se laisser faire. À la limite, s'il se laisse faire, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que très probablement, il va dans les jours qui viennent faire l'objet d'une procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Ça laisse entendre donc que toute votre procédure, elle ne va pas avoir un intérêt, puisque le redressement judiciaire, ou plutôt la procédure collective, va devoir vous amener à tout recommencer, puisqu'il va falloir qu'il y ait de nouveaux impayés pendant la période de continuation, pendant la période d'ouverture de la procédure collective, et là, vous allez refaire une nouvelle procédure. En fait, c'est l'ouverture du jugement de procédure collective qui va purger la période antérieure. Donc, si maintenant le preneur entend réagir, il ne considère pas qu'il est susceptible de faire l'objet d'une procédure collective, il veut se défendre, il peut avoir des motifs de contestation, donc il va la plupart du temps prendre avocat. C'est pas si ça sera maintenant une obligation avec la nouvelle loi, puisque souvent l'enjeu va être supérieur à 10 000 euros. Donc il va prendre avocat et cet avocat va donc expliquer pourquoi. Par exemple, la créance est inexistante. Il pourrait opposer un principe de compensation, par exemple avec un sinistre qui portait sur le gros œuvre. Il va considérer que le gros œuvre relève de l'obligation d'entretien du bailleur. Bon, normalement, on n'a pas à se faire justice soi-même, mais le simple fait d'opposer un principe de compensation va peut-être amener le juge à se déclarer incompétent s'il s'agit bien sûr du juge des référés qui aura été désigné. Mais la plupart du temps, le preneur va plutôt demander des délais de paiement. Alors, il pourra y avoir à la marge des contestations sur le quantum. Il va dire tel montant représente des intérêts, je ne suis pas d'accord, etc. Mais la plupart du temps, ça va être plutôt pour obtenir des délais de paiement. Alors, ces délais de paiement, le juge va, pour les accorder, il va vérifier si le preneur est de bonne foi et il va tenir compte de la situation financière du preneur et il va donc demander à avoir un minimum d'éléments financiers. Donc, le bilan ou une situation comptable. Et s'il considère qu'il y a bonne foi et des motifs financiers à accorder des délais, eh bien le juge va pouvoir dire je vous donne 6 mois, 3 mois, le maximum étant 2 ans, pour apurer vos dettes antérieures. Et de la pratique que vous avez, il y a une certaine mansuétude des magistrats, sachant qu'on n'est pas au tribunal de commerce, donc on pourrait penser que les magistrats, n'étant pas des commerçants, peut-être qu'ils seraient peut-être durs avec les commerçants et donc peut-être favorables aux bailleurs, puisque les obligations du locataire ne sont pas respectées. Ou est-ce qu'on a quand même une certaine écoute des magistrats ? Moi, j'ai tendance à penser que, au contraire, les juges professionnels sont plutôt protecteurs vis-à-vis des preneurs. Il y a une tendance naturelle, entre guillemets, à protéger le petit contre celui qui est plus gros. Donc, les juges sont quand même protecteurs et si jamais c'est la première action en résiliation de bail dont vous faites l'objet, eh bien, il y a 90 chances sur 100 pour que le juge, si vous demandez des délais et si vous justifiez des conditions que j'ai évoquées tout à l'heure, il y a 90% de chances pour que le juge vous l'accorde. Ouais. Même si le bailleur a lui-même besoin de ses fonds, imaginons que c'est un retraité qui n'est pas des gros revenus, qu'il a un petit commerce et que finalement ça lui arrondit bien ses fins de mois, comme on peut dire. Est-ce que le juge va y regarder quand même un peu à 2 fois ou Alors effectivement, là vous avez évoqué le seul point qui pourrait amener le juge à tempérer sa décision. Moi j'ai le cas actuellement où je suis preneur à bail. Alors c'est à Bourgoin-Jallieu, mais je suis preneur à bail et j'ai un bailleur qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que c'est, comme vous dites, un petit retraité qui a hérité de ce bien
Je l'ai assigné, moi, pour obtenir des délais. Et lui, il a demandé l'aide juridictionnelle. Donc, je pense que le juge va être assez embêté pour statuer sur les délais. Parce que la situation de ma cliente est aussi un petit peu problématique. Donc, il se trouve quelque part avec deux personnes qui ont des difficultés et il va devoir arbitrer. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez qu'on n'était pas forcément dans le cadre d'une procédure de référé. Oui. Si vous pouvez nous en dire deux mots, effectivement, de l'hypothèse. Oui, alors effectivement. Donc, dans la plupart des baux commerciaux, vous avez donc une clause résolutoire qui n'est pas obligatoire. Hein. Donc, c'est une clause qui prévoit la possibilité de saisir le juge pour faire résilier le bail un mois après un commandement d'huissier resté sans effet. Et la plupart du temps, cette clause va aussi prévoir compétence au juge des référés du lieu de situation de l'immeuble. Donc, à partir du moment où on a donné compétence au juge des référés, quelque part, le juge est obligé de statuer. Alors là, quand on regarde la jurisprudence et la doctrine, c'est discuté. Certains semblent considérer que, pour autant, le juge des référés il conserverait la possibilité de se déclarer incompétent au motif d'une contestation réelle et sérieuse. Et puis, vous avez d'autres auteurs, et moi je suis de leur avis, qui considèrent qu'à partir du moment où la clause prévoit expressément la compétence du juge des référés, celui-ci n'aurait pas la possibilité de se déclarer incompétent. Pour autant, vous avez des décisions de justice qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc, à partir du moment où vous avez cette clause de compétence donnée au juge des référés, celui-ci va donc pouvoir valablement statuer. En dehors même d'une clause de compétence donnée au juge des référés, rien n'empêcherait une partie de saisir le juge des référés d'une demande de résiliation en partant du principe que sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation réelle et sérieuse. Ça serait très risqué. Personnellement, je ne le ferai pas. Il faudrait le faire que si, par exemple, vous aviez un courrier du preneur qui dit oui, je reconnais que je ne suis plus en mesure de payer mes loyers, je vous demande d'attendre encore, où là, quelque part, on aurait une admission de l'insolvabilité. Donc, le juge des référés pourrait dire oui, là, j'ai pas matière à raisonner, j'ai pas matière à réfléchir, donc je me reconnais comme compétent. Et puis enfin, on peut aussi imaginer, par exemple, que vous êtes en présence d'un bail verbal. Ça existe, hein, en bail commercial, c'est relativement rare, c'est déconseillé, mais on rencontre des cas dans lesquels vous avez un bail verbal. Eh bien là, à l'évidence, il ne faut surtout pas aller devant le juge des référés, puisque là, il va y avoir tellement de possibilités de contestation que vous n'y arriverez pas. Donc, vous êtes obligé de saisir le tribunal judiciaire au fond. Alors, si je prends l'exemple de Lyon, c'est assez dramatique parce que les délais actuels de procédure, c'est en plusieurs années. Donc, vous imaginez, vous n'êtes pas payé de vos loyers et vous êtes obligé de faire 3 ans, voire 4 ans de procédure pour obtenir un titre de justice. Si en face de vous, vous avez un preneur qui est malin, qui essaye de faire durer la procédure, ça peut vite tourner au cauchemar. Alors, ceci étant, il faut garder raison parce que, encore une fois, la plupart du temps, les baux ont une clause de compétence avec la clause résolutoire et je dirais que 95% du contentieux de la résiliation est traité par le juge des référés. Aujourd'hui, pour obtenir une décision de référé à Lyon, hein, pour rester sur Lyon, combien de semaines environ à partir du moment où on est à l'audience, si je puis dire? Combien de temps? Alors, on va prendre le cas d'un preneur qui ne se défend pas et d'un preneur qui, par exemple, n'a pas de créancier inscrit. C'est vrai qu'avant d'engager une action, moi, je commence déjà par tirer un état des créanciers inscrits. Si je m'aperçois qu'il n'y a aucun créancier inscrit, à la limite, je ne suis même pas obligé de respecter le fameux délai d'1 mois que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, vous pourriez concrètement assigner dans 8 jours. Donc, vous faites le commandement de payer, vous attendez le mois prévu par ce texte, mais vous n'avez pas à attendre le mois prévu pour la notification de créancier inscrit. Et ensuite, vous assignez en respectant, par exemple, 8 jours vis-à-vis de la date d'audience. Donc, vous voyez que dans ce schéma-là, on pourrait imaginer que vous obteniez une décision de justice, mettons, en 2 mois, 2 mois et demi. Ça, ouais. Hein, parce que je prends aussi le délai nécessaire pour le juge et le greffe pour rendre leur décision. Oui, c'est ce délai-là. Et aujourd'hui, en référé, ce délai-là, il est de quoi? D'1 mois et demi à peu près environ? Voilà, ouais. C'est ça? Voilà. D'accord. Et Donc, puis, c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et en revanche,
même en référé, la procédure peut prendre un certain temps. Si vous avez un défendeur qui a des créanciers inscrits, si vous avez un défendeur qui prend avocat, si vous avez un avocat qui soulève tout un tas de contestations, on est obligé de justifier, de savoir si tel chèque a été encaissé ou pas, commander les relevés bancaires. Il peut de temps en temps aussi y avoir une discussion relativement sérieuse. On ne peut pas l'exclure, hein. Donc, on peut imaginer, même bien qu'en référé, moi ça m'est arrivé dans certains dossiers où c'était un peu complexe, que ça prenne pratiquement un an. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est quand même, ce sont quand même des procédures longues, même en référé, hein. Ouais. C'est impressionnant. Et je Alors, crois d'ailleurs que c'est un peu pareil et général, alors peut-être pas les longueurs au fond, mais en tout cas en référé, c'est à peu près ce genre de délai dans la plupart des régions de France, hein. On est quand même dans des choses assez proches un peu partout. Ce n'est pas spécifique à Lyon, ce type de délai. oui. Alors, je dirais que les délais de la juridiction des référés de Lyon, quelque part, c'est pas si mal quand je compare avec les délais au fond. Ah oui, Alors, c'est peut-être un problème qui est momentané actuellement à Lyon, hein. Peut-être qu'il suffirait qu'il y ait quelques magistrats qui arrivent en plus et ça irait mieux. Mais bon, bon, bah ça c'est tout le problème, les sous pour les ouais. magistrats. Dernière petite question, j'allais dire pour la route, qui est peut-être enfin peut-être même un peu vaste, mais sans être spécialement très long là-dessus. Là, on comprend bien l'intervention d'un avocat qui permet d'obtenir la décision qui ordonne l'expulsion. Est-ce que vous intervenez ensuite, une fois que la décision d'expulsion est obtenue, que l'expulsion peut être faite, est-ce que vous intervenez, vous les avocats, en aval de l'obtention de la décision, dans le cadre, si je puis dire, d'une procédure d'expulsion? Et si oui, de quelle manière? Alors, peut-être que ça dépend de chaque avocat. Moi, je sais que personnellement, une fois que j'ai la décision de justice, je la donne à l'huissier et je ne suis amené à intervenir de nouveau que s'il y a un appel ou s'il y a une contestation quelconque, la saisine du juge de l'exécution ou je ne sais. Oui, c'est ça. Et voilà, mais c'est vrai que la partie exécution, expulsion purement, je reconnais que on est informé, on la suit, Bien sûr. mais de loin. C'est Ouais, ouais. c'est c'est l'huissier, hein. C'est ça, c'est l'huissier qui prend la relève ensuite. Très bien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, Maître Perrachon, je vous remercie. Est-ce que vous avez des choses à ajouter pour votre défense, j'allais dire, ou est-ce que vous avez quelques points que vous aimeriez, enfin un point peut-être que vous aimeriez aborder, ou pour vous, vous avez fait un bon tour, si je puis dire, de cette question? Euh, non, on aurait peut-être pu parler aussi des problèmes de décision de résiliation en cas d'appel. Donc là, vous avez quand même effectivement l'ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Donc, on pourrait imaginer un bailleur qui cherche à reprendre son local, alors que parallèlement, vous avez un appel qui est interjeté. Et donc là, je dirais que c'est la responsabilité du bailleur. Si jamais il récupère effectivement son local, mais que l'ordonnance est réformée, là, il va Que se être passe-t-il? amené. Ah ben, il y a plusieurs possibilités. Il sera censé restituer les locaux et surtout, il va engager sa responsabilité pour avoir euh, fait exécuter une décision de justice un peu hâtivement, alors que celle-ci faisait l'objet d'un recours. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, j'ai aussi remarqué en pratique que les huissiers, et je pense qu'ils ont largement raison sur ce point, sont assez réticents à exécuter et reprendre un local en sachant que vous avez un appel sur l'ordonnance de référé. Alors, peut-être que les huissiers ont plus de poids que l'avocat sur ce point pour conseiller le client, parce que l'huissier est officier ministériel, et si l'officier ministériel dit à l'huissier, dit au client, c'est quand même dangereux, vous risquez quand même d'engager votre responsabilité, de créer un préjudice très important. Eh bien, je pense que l'huissier va être plus écouté que l'avocat, à mon avis, hein. C'est souvent un travail d'équipe, c'est-à-dire que l'avocat et l'huissier parlent de la même voix pour porter un peu le message du risque important, vous l'avez bien dit, qui est le risque pécuniaire, mais au-delà du risque pécuniaire, c'est aussi un risque d'obligation effectivement de faire réintégrer le locataire dans les lieux, ce qui est évidemment extrêmement compliqué parfois, hein. Donc, nous, enfin, souvent on est dans le même sens avec les avocats, je vous suis parfaitement. Mais après, la décision revient à notre client qui, étant utilement informé et conseillé, prend sa décision et
Et il nous arrive d'exécuter des décisions d'expulsion alors qu'un appel est en cours, ce qui évidemment Alors, est toujours très compliqué. ceci étant, il me semble que si vous êtes obligé de requérir la force publique, là aussi, vous risquez d'avoir quand même des difficultés pour l'obtenir, hein. Parce que Oui, normalement, le preneur ou l'avocat du preneur va se dépêcher d'informer le la préfet, je pense, préfecture, c'est ça. hein. Donc, il va se dépêcher de l'informer pour lui dire il y a un recours. Donc, je pense que ça ne vous sera pas forcément facile d'obtenir la force publique. Oui, surtout si le preneur emploie des salariés, parce que évidemment, si on expulse un commerce ou un commerce, enfin un commerçant, un preneur, un ancien preneur commerçant, dans le cadre d'un bail commercial avec des salariés qui de ce fait-là ne pourront plus travailler, ça conduit au dépôt de bilan à peu près à tous les coups. Et effectivement, le préfet n'aime pas forcément ça, mais c'est vrai que tout dépend des dossiers. Tout à fait. Eh bien, Si vous voulez, écoutez, merci. on va partir de. Pardon. Non, mais C'est bon. je vous laisse continuer. Je voulais simplement dire qu'on part finalement du principe qu'un preneur qui ne peut plus payer, s'il veut sauvegarder son bail, il faut qu'il se place sous le régime des procédures collectives. Exactement. Voilà, Exactement. Mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. tout à fait. Eh bien, écoutez, Maître Perrachon, merci à vous. J'espère Tant pis. je suis certain que votre intervention sera utile pour comprendre le contexte et puis le métier d'avocat dans tout ça, qui évidemment est très important. Merci et à très bientôt. Très bien. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.